Papote avec moi, papote avec nous. Parler, c'est bien, ça permet de ressortir ce qu'on ressent au plus profond de nous. Dans notre cas, parler, c'est mettre des M-O-T-S sur des M-A-U-X, des mots sur les mots. Je suis avec le frérot. Allez, c'est parti. L'actualité brûlante sur le continent est le coup d'État du Niger qui a abouti à évincer Mohamed Bazoum du pouvoir. Quand on sait que dans la sous-région, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée sont dirigés par des militaires, on a le droit de se demander si la nouvelle tendance est d'arriver au pouvoir par des armes. Alors, quelles sont les véritables raisons, en tout cas les motivations de ces coups d'État? Et surtout, est-ce que c'est une fatalité? Bien, la question de savoir si arriver au pouvoir par un coup d'État est une fatalité dans nos pays, j'ai un désaccord de principe, c'est non. Puisque la démocratie, c'est bien sûr et bien évidemment le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, mais la voie qu'on a trouvée pour élire quelqu'un, ce sont des élections. Donc le désaccord de principe voudrait que ce soit non. Et j'ai ce désaccord-là. Une fois que c'est dit, essayons de dépasser le désaccord de principe et analyser dans le fond ce qui se passe actuellement. Quelles sont les réelles sources de motivation de ces coups d'État? Eh bien, on remarque que tous ces pays-là qui ont des militaires à la tête, ce sont des pays du Sahel qui sont menacés par le terrorisme. Menacés par le terrorisme international et des groupuscules armés. Puisque tous ces gens-là ne sont pas des terroristes, il y a dans ces composantes-là quelques groupuscules armés qui sont ce qu'on appelle des rebelles puisqu'ils ont pris des armes contre l'État en place. Eh bien, face à ces problèmes-là, on a l'impression que les gouvernements en place sont détachés et surtout ne sont pas concernés. C'est-à-dire que les réponses politiques apportées à ces problèmes-là ne sont pas assez conséquentes et surtout sont minimalistes. C'est ce qui explique, dans le premier temps, que les militaires, qui sont d'ailleurs sur le terrain, on l'aura remarqué, tous ces militaires-là sont des militaires de terrain. Peut-être la différence avec le Niger où on a un général, sinon ce sont des militaires du terrain. Eh bien, qui viennent au pouvoir et qui ont pour objectif de rétablir l'ordre, surtout. Sauf que ces pays-là ne sont pas gangrénés uniquement par le terrorisme, il y a aussi des problèmes économiques et des problèmes qui ont toujours été reprochés à nos États, c'est-à-dire d'avoir des gouvernements fantoches et des gouvernements qui sont, entre guillemets, des gouvernants qui sont des préfets des puissances étrangères. Eh bien, les militaires, leur deuxième argument, c'est de se détacher de l'impérialisme, de se détacher des oppresseurs. Donc, si on prend le problème sécuritaire, le problème de l'impérialisme et les problèmes économiques, on est obligé de prendre ces coups d'État au sérieux et de ne pas être sur les automatismes de condamnation comme on peut le constater actuellement. Mais plutôt sur des automatismes d'accompagnement. En effet, c'est-à-dire que maintenant, quand on parle d'accompagnement, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire qu'on a des institutions internationales, continentales et même sous-régionales. Ces institutions-là sont obligées d'être sur le principe, sur la forme en tout cas. Ils sont obligés d'être sur le principe puisque si les institutions se mettent à cautionner un coup d'État, eh bien, voilà, c'est qu'on est dans un... Le coup d'État risque de devenir la norme. Exactement, voilà. Donc, en aucun cas, une institution comme la CEDEAO ou comme l'ONU, peu importe, ne peut pas légitimer un coup d'État. Maintenant, où est-ce que ça pose problème? C'est quand ces institutions-là, notamment celles de la sous-région, décident de rentrer en conflit avec le pays. Comme le cas du Niger? Comme le cas du Niger. C'est-à-dire qu'on a la CEDEAO qui menace même de rentrer en guerre contre le Niger. Eh bien là, on sort totalement d'un désaccord de principe et on est vraiment sur l'affrontement réel. C'est là qu'il y a problème. Puisque la CEDEAO qui entre en guerre avec
le Niger, par exemple, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire, dans leur formulation, ils diront qu'ils rentrent en guerre contre la junte, comme ils le disent, nigérienne. Mais sauf que cette junte nigérienne a été soutenue en majorité par le peuple. Le peuple est sorti dans la rue, a manifesté contre M. Bazoum et pour les militaires au pouvoir. Donc la CEDEAO qui entre en guerre contre entre guillemets la junte au Niger, autrement dit, elle rentre en guerre contre la population nigérienne. Quand on sait que le gouvernement actuel du Niger, en tout cas, a le soutien du Burkina Faso et du Mali, qu'est-ce qu'on risque? Quelles seraient les conséquences en fait de cette intervention militaire de la CEDEAO? Eh bien, ce que je pense profondément, je pense qu'on est là sur un bras de fer, hein, mais qui, moi, je pense fondamentalement qui est sur la forme. Je ne pense pas que la CEDEAO va mettre ses menaces d'intervention militaire à exécution, mais je pense cependant que si ils interviennent là, que ce soit l'armée du Burkina ou du Mali ou de la Guinée, ils interviendront. Ça, j'en suis sûr là-dessus. Et s'ils interviennent, on a des alliés, sachant que le Mali et le Burkina ont comme allié la Russie et que la CEDEAO serait soutenue par, en tout cas, l'OTAN, en gros. Est-ce que nous ne serons pas dans un conflit généralisé dans la sous-région, un peu comme ce qui s'est passé en Afghanistan, en Syrie, ou ce qui se passe actuellement en Ukraine? Est-ce que c'est pas le risque? Exactement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on encourt, sauf que tous ces gens-là n'attendent que ça. C'est là où nous devons faire attention. Que ce soit l'OTAN ou que ce soit même la Russie, s'il y a la guerre, la Russie aussi va se faire de l'argent sur nous. Mais est-ce que la Russie pourra s'engager sachant qu'elle est sur un autre terrain, à l'occurrence le terrain de l'Ukraine? C'est-à-dire qu'elle va s'engager, mais ça dépend comment elle s'engage. Elle peut s'engager en finançant. Même l'OTAN dont on parle, l'OTAN va s'engager en finançant. Que ce soit les groupes, on les connaît, on sait qu'ils vont à coup sûr financer encore plus les groupuscules armés et les terroristes, et aussi financer officiellement l'armée de la CEDEAO. Tu vois? Donc, on risque d'avoir un bain de sang dans la sous-région qui ne va en aucun cas profiter à nos pays, mais profiter aux pays étrangers. Moi, mon inquiétude, en fait, c'est de se retrouver dans la même situation que la Libye, qui actuellement n'a pas d'État. Exactement. Si on veut être clair. Et l'effondrement de l'État libyen est en grande partie responsable en fait du développement du terrorisme dans notre sous-région. Exactement. Et si, je touche du bois, le Niger tombe, est-ce qu'on pourra encore parler du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest en général? Eh bien, oui, on en parlera, mais comme on parle de la Libye actuellement, c'est-à-dire on en parle là pour parler des affrontements militaires, armés, il y aura une émergence encore plus de groupuscules armés, des terroristes, ou même des voyous tout simplement qui auront pour le coup un libre champ et qui vont tout simplement mener leurs actions tranquillement, librement, puisqu'il n'y a plus l'État pour réguler. Quand on sait qu'il y a des mines qui pourraient être exploitées de manière pas artisanale, mais illégal en tout cas. Okay. Clairement. Donc, on aura tout ça qui va émerger dans la sous-région et toute la sous-région va être gangrénée. C'est là où ça devient un peu compliqué quand on a des pays de la sous-région qui pensent qu'ils sont épargnés ou des populations qui pensent qu'elles sont épargnées de ce qui se passe au Niger. Puisque, si on remarque bien ce qui se passe, le Niger, c'est le dernier bastion de la France dans le Sahel. Et quand je dis de la France, c'est aussi de ses alliés, notamment les États-Unis aussi, et l'OTAN en général. C'est leur dernier bastion. Pourquoi c'est plus problématique de se défaire de ce coup d'État? Eh bien parce que ces pays-là ne peuvent pas se permettre de perdre le Niger. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas se permettre de perdre le Niger, puisqu'ils s'ils perdent le Niger, ils perdent tout en Afrique
de l'Ouest. En tout cas, l'influence. L'influence, elle est déjà perdue. Ça, c'est acté. Maintenant, ce qui risque de perdre, c'est vraiment là les intérêts économiques réels. C'est ce qui explique d'abord, d'ailleurs, l'agitation de Paris, en fait. Quelques jours, ou même le même jour après le coup d'État, on a eu une cellule de crise qui s'est tenue à Paris. Le Niger, à ma connaissance, n'est pas un pays d'outre-mer français. À ma connaissance. Si ça se passait, je ne sais pas moi, en Guyane et qu'il y a une cellule de crise en France, à Paris, oui, pourquoi pas. C'est comme si demain, on a le Bangladesh qui rentre, il y a un coup d'État au Bangladesh et on a au Togo Fort qui fait une cellule de crise. En tout cas, l'ultimatum est donné jusqu'à dimanche 6 août, à la junte en fait de redonner le pouvoir à Bazoum, ce dont j'en doute fort. Ce qui n'arrivera pas. Et qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Eh bien, il ne s'agit pas d'être devin et de prédire ce qu'il va arriver, mais de comment s'emboîtent les événements. Je pense que les militaires en place ne vont pas céder le pouvoir. Ça, c'est un. Et je pense surtout que les menaces sont à prendre très au sérieux. C'est-à-dire que dans nos pays, il y a une sorte de fragilité. On n'est pas à l'abri d'un coup, d'une balle perdue qui vienne de nulle part. Quand j'ai dit d'une balle perdue, c'est une métaphore. Ce n'est pas vraiment une balle. Voilà, qu'on se comprenne. Mais on n'est pas à l'abri d'un coup qui vienne même en interne. C'est-à-dire parmi les militaires qui ont effectué ce coup d'État. On n'est pas à l'abri de ça. Ça, c'est un. On n'est pas non plus à l'abri du fait qu'il y ait une intervention faciale, c'est-à-dire face à face. Un vrai affrontement. Entre qui et qui? Entre notamment la CEDEAO qui menace, soutenue par ses alliés, que sont la France, les États-Unis, etc. Et le Niger à côté, avec le Mali, la Guinée, l'Algérie ou même la Russie. On aura une logique de bloc. De guerre. Et de guerre surtout. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter dans la région. Et j'en appelle là, en fait, moi, à la population de sortir dans la rue et de faire clairement comprendre ce qu'elle veut. Elles l'ont déjà fait une fois, mais de le réitérer. Même ce dimanche même, de sortir dans la rue dimanche et de réitérer ce qu'elle veut. Si elle veut que les militaires partent du pouvoir et que Bazoum soit rétabli, qu'elle le manifeste. Si elle veut l'inverse, qu'elle le manifeste aussi. Comme ça, c'est clair, on pourra jauger concrètement les vœux de la population et on ne peut que s'en tenir à ce que la population veut. Parce que les seuls intérêts qui vaillent, c'est l'intérêt de la population. Et voilà qui est bien dit.